Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes lundi soir, il est 21h05 et 43 secondes. C'est comme d'habitude, c'est votre rendez-vous politique de la semaine. C'est 66 millions de procureurs, l'émission où chacun aura son mot à dire. Et surtout ce soir, comme vous pouvez le voir déjà à votre écran, nous aurons ce soir beaucoup d'invités, trois pour être précis, pour parler d'un thème très, on va dire, très intéressant, mais qui pourtant n'est pas tellement évoqué dans l'actualité de cette campagne. C'est bien évidemment l'éducation. Je suis entouré d'Alexis et d'Adrien que vous connaissez probablement déjà, et je vais laisser reprendre le flambeau pour vous présenter un peu ce qui va se passer ce soir. Ah, bah, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout le monde ou que chez moi? Mais Non, apparemment, c'est moi. ah là 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 là. Voilà. Et c'est génial. Non, on t'entend, Camo, on t'entend. C'est génial. C'est génial. C'est génial. On Voilà. t'entend pas, dis-le-nous. Non, bah voilà, comme ça, comme d'hab, voilà, super. C'est bon. On s'est encore Alors, foiré, c'est génial. Ok, prise de. Qu'est-ce que tu nous êtes beau, maître Ça, Benz? C'est l'avantage de pas être en direct. C'est qu'on peut refaire une deuxième prise. Donc, je disais bonsoir à tous. Moi, je suis super content. Alors, c'est la deuxième fois, hein, donc avec un peu moins de conviction. Mais je suis super content de refaire une émission comme ça avec trois invités. D'autant plus que vous avez probablement des choses à dire sur le sujet. Alors, peut-être une petite présentation rapidement, Camo. Je dis, on te connaît, de nom au moins. On connaît le grand vainqueur des quiz. Même si c'était un petit coup de mouf, présente-toi rapidement pour tout le monde. Donc, Camo, je suis prof d'histoire depuis 8 ans maintenant. J'ai fait toute ma carrière dans un collège de la banlieue difficile, comme on dit pudiquement, dans l'Essonne. Ok, merci beaucoup. Voilà. Alors ensuite, moi, j'ai Enguerrand, que je connais Bonsoir. plus personnellement. Alors Enguerrand, Je suis professeur de philosophie à Remiremont, donc dans les Vosges, depuis un peu moins de temps que mon camarade, 2 ans. Voilà. Oui, ah bah du coup on présente chacun le nôtre, c'est ça, pardon, excusez-moi, j'avais pas compris. Vas-y, Mais vas-y, du parce que coup, moi, moi voilà, Non. Non. Je sais pas pourquoi t'as pas repris. non, pardon. Oui, donc- Vas-y, continue. Je comprends pas ce qui se passe. Non, du coup on a Sébastien. Je t'en prie, présente-toi. Salut. Bah écoutez, Sébastien, j'ai un parcours plutôt dans l'éducation populaire de base et depuis maintenant presque 5 ans, j'accompagne des jeunes enseignants, principalement en éducation prioritaire. Ok. Bah, merci à vous trois en tout cas. Et Alexis. Hein. Oui, je crois que l'éducation populaire, on va en parler plus tard. Oui, donc tu l'as dit un peu en intro IDB, mais quelqu'un d'autre l'a dit, et c'est Valérie Pécresse, qui est presque la mascotte de 66 millions, parce qu'on parle beaucoup d'elle. Elle a dit quelque chose de vrai vendredi chez Nice Matin, elle a indiqué que personne ne parle de l'école dans cette campagne présidentielle. Effectivement, le sujet n'est pas au centre de la campagne, ni au cœur des préoccupations des Français. Vous vous souvenez le fameux sondage IFOP là, qui classe les préoccupations des Français? On en avait parlé, et ben, l'éducation se trouve à la 8e place. Voilà. Alors que pourtant, tout le monde dit que l'éducation est très, très importante. L'actualité, pourtant, de l'éducation a été très chargée dans le cadre de la crise Covid. Un nouveau protocole sanitaire a été dévoilé le 11 février dernier pour la rentrée scolaire, soit une anticipation bien plus importante que, souvenez-vous, le protocole sanitaire qui avait été dévoilé la veille de la rentrée en janvier dans un article payant depuis Ibiza. Alors qu'un retour à la normale se laisse envisager avec la fin de la 5e vague, peut-être que l'éducation pourra prendre toute sa place qui doit lui revenir dans la campagne. Et sans plus tarder, puisque l'on parle de Covid éducation, je vais me tourner vers Camo et lui demander, la crise Covid à l'école, ça s'est bien passé? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, comme dans presque, je pense, tous les secteurs de l'économie, il y a eu un ras-le-bol général des masques, des protocoles qui changeaient, d'autant que dans l'éducation, on avait l'impression que les protocoles changeaient toutes les 2 semaines. Il y a en plus un discours vertueux de la part du gouvernement et de Blanquer en particulier sur le fait que c'était important de ne pas
fermer les écoles et c'est vrai que depuis 1 an et demi, on n'a presque pas fermé les écoles. Mais derrière ce discours vertueux, je pense que les profs n'ont pas été dupes et ont bien compris qu'il s'agissait de, on va dire, faire garderie, c'est le terme qui revenait le plus souvent, pour permettre aux parents d'aller bosser en fait. Et ce parallèle entre d'un côté des grands discours sur les bienfaits de l'éducation, tout en sachant qu'on était un petit peu berné et que notre sécurité n'était pas assurée, fait que Blanquer a perdu beaucoup de crédit et a perdu le peu de crédit qu'il avait déjà auparavant. Bon, je pense qu'on reviendra sur, un peu juste après sur le bilan, notamment du quinquennat et du ministre qui est là depuis 5 ans quand même. Mais oui, l'UNESCO a salué la France pour ne pas avoir fermé les écoles. Bon, finalement, peut-être Enguerrand, comment toi, en tant que prof, tu as vécu cette période-là? Alors, déjà, j'ai commencé la période du Covid alors que j'étais stagiaire, donc c'était mon année de formation. Et il se trouve qu'il a été demandé, alors notamment aux professeurs de lycée, bien entendu, mais à tous ceux qui pouvaient, d'assurer les cours en distanciel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc de mars à, il me semble, mai-juin du premier confinement. Et j'avais le même ordinateur que là, et qui est pas obsolète, mais pas loin. Et donc, j'ai simplement assuré presque aucun cours. J'envoyais des cours à des élèves en leur disant que peut-être on reprendrait. Je pouvais pas dire à mes élèves, notamment, alors j'étais pas le seul bien entendu, mais je pouvais pas dire à mes élèves qu'ils allaient passer le bac, par exemple. Je savais pas s'ils allaient passer le bac non plus. Je savais pas dans quelles conditions. Je savais pas s'il fallait traiter le programme de manière normale. Et c'est pas une situation individuelle. Je pense que mes collègues j'en suis même persuadé que mes collègues ont vécu ça aussi. Tout en ayant très peu de directives de la part des établissements. Mais je pense, parce que les établissements eux-mêmes avaient très peu de directives quant à la manière de gérer cette situation. Ça a été un peu chaotique, et surtout, ce qui m'a paru problématique, c'est que, alors certes, le courage des professeurs a été salué, n'est-ce pas, mais il y a eu, il y a simplement eu un désert d'organisation, quoi. Et beaucoup de responsabilités aussi sur les épaules des professeurs. Voilà. C'est vrai, on reviendra sur le rôle des professeurs. Soit Sébastien, de manière un peu plus large et globale, le Covid, mais aussi sur ces dernières années, comment est-ce que tu as vu l'école évoluer au-delà un peu de la crise Covid sur ce quinquennat? Déjà, je voulais juste dire un petit mot aussi d'introduction, notamment en clin d'œil avec le nom de votre émission, qui je crois est assez bien choisi sur le sujet de l'éducation. Où évidemment, on a tout un avis à trancher, malgré qu'on n'écoute peut-être pas assez les spécialistes, et c'est pour ça que ma participation sera évidemment très humble par rapport à mes deux collègues qui ont beaucoup plus d'éléments concrets et issus de leur quotidien à apporter ce soir, et je suis vraiment ravi de pouvoir quand même participer et apporter ma petite pierre à l'édifice. Merci à toi. Je rejoins évidemment tout ce qui a été dit. Et encore merci. Je rejoins évidemment tout ce qui a été dit pour l'instant. J'insisterai aussi sur la question de la réalité des élèves. Qui a été évidemment très disparate, avec un accès notamment au numérique, de la même façon que les enseignants, qui a été très très problématique. J'ai la chance aujourd'hui moi de travailler dans une structure qui accompagne des enseignants en éducation prioritaire, et on a bien vu évidemment que la question de l'école à distance était un sujet d'inégalité extrêmement important, qui a évidemment dramatiquement creusé ces inégalités. Le retour à l'école de la même manière n'a pas forcément permis de combler ce manque-là. Et très clairement, oui, on a vu pendant ce temps-là à quel point le métier d'enseignant était un métier essentiel, que le métier d'enseignant était peut-être le plus impactant de notre société. Et malheureusement, on a vu aussi que assez rapidement ce soufflet est redescendu aussi rapidement qu'il est monté, alors que on pensait peut-être avoir une vraie transformation suite à ça, et malheureusement la couverture médiatique n'a pas été à la hauteur de l'enjeu du moment, et aujourd'hui des nouveaux enjeux qu'il y a aussi pour combler justement l'impact de ce Covid d'un point de vue scolaire. J'espère qu'on reparlera en long, en large et en travers du métier d'enseignant en tant que tel, mais là sur la question en tout cas de la scolarité des élèves, très clairement c'est un effet qui est assez dramatique, et évidemment pour les élèves les moins favorisés. Donc clairement, si on a commencé un peu le tour de table par c'est-à-dire que ça avait été touché comme tous les secteurs de l'économie, a priori quand même c'est bien spécifique.
En tout cas, on peut comprendre, hein. C'est quoi pour vous le bilan de ce quinquennat avec Jean-Michel Blanquer qui a quand même, rappelons-le, tenu du début à la fin? C'est un record, hein, pour un ministre Sous la de 5e en tout cas, oui, je l'Éducation crois. nationale sur la 5e. Vous en retenez quoi, peut-être à part Ibiza du coup, de ce quinquennat-là? Si quelqu'un veut se lancer éventuellement. Je veux bien. Vas-y. Au départ, Merci. Blanquer était vraiment vu comme a été même annoncé comme un conservateur un peu vieille école, en claironnant beaucoup sur les drapeaux dans chaque salle de classe, le retour de la chorale, le retour des fables de La Fontaine aux primaires, des choses comme ça. Et finalement, il ne reste pas grand-chose. Parce qu'on attend déjà toujours les drapeaux, les fondamentaux n'ont pas du tout été renforcés. Il a fait il y a 2 semaines une annonce sur le fait qu'il fallait plus de maths dans le secondaire parce que les résultats sont catastrophiques, alors que c'est lui-même qui a fait en sorte qu'il y en ait moins. Et donc, il en reste pas grand-chose de ces 5 ans. C'est plutôt positif en soi d'avoir un ministre qui est resté aussi longtemps. Enfin, c'est le record depuis je sais pas combien de temps, depuis très longtemps, je pense. Je ne sais pas s'il faut se réjouir de ce record. J'ai fait des recherches Pour lui, là-dessus. Non, mais en tout cas, c'est bien parce que ça veut dire qu'on peut imprimer une marque. Donc, c'est plutôt positif que s'installe dans nos habitudes politiques le fait qu'un ministre de l'Éducation puisse rester très longtemps. Il y a eu évidemment la crise Covid qui peut-être a pas permis à Blanquer de tout faire. Mais en tout cas, je trouve qu'il n'en reste pas grand-chose à part des réformes plutôt ratées, mais des excellents discours fréquemment sur le retour de la vieille école qui marche. Sur les réformes, justement, on en a listé quelques-unes. Nous, par rapport, on va revenir sur. Il y a justement, peut-être on va commencer en guérant la réforme du bac, parce que c'est ça que Alors, tu la réforme entendais du quand bac. même, Camo, quand tu Oui, parlais du des bac maths. et du lycée en général, en fait. C'est-à-dire qu'on est passé d'un lycée, en tout cas pour les sections générales avec les sections que vous avez certainement connues, S, ES, L, à un lycée avec des menus d'options, si vous voulez, un peu. Alors, c'est un peu une manière d'adopter, je crois, la mode anglo-saxonne et de se plier aux critères internationaux, etc. D'une part, alors c'est ce qui est présenté par le ministère Blanquer. Ce qui se passe en réalité, en tout cas, ce qu'on peut quantifier du moins, c'est que eh bien, ça correspond aux politiques de réduction budgétaire et notamment du nombre des professeurs, qui fait qu'en réduisant, en supprimant ces sections-là, et en faisant des menus d'options, on peut faire des classes à systématiquement 35 élèves, ce qui permet donc d'avoir un professeur pour 35 et non plus pour 28 comme ça a pu être. Donc, voilà, ce que je retiens de ça, c'est des classes plus remplies. Sur la réforme du bac et du supérieur, la réforme du bac qu'elle implique pour le supérieur, c'est une application, alors je veux dire un gros mot, mais des politiques néolibérales jusqu'à l'éducation nationale. Ils l'ont fait avec la Poste, la SNCF, ils le font avec l'hôpital, voilà. Ce qui se passe, c'est la mise en concurrence généralisée des élèves qui déjà souffraient quand même d'examens qui n'étaient pas nécessairement faciles ou de conditions de travail qui ne sont pas toujours agréables. Et là, ils sont vraiment livrés à ces... Je l'interprète, je peux me tromper, mais comme une préparation au monde du travail. Et c'est la promotion du modèle d'entreprise comme le seul modèle viable à l'école, quoi. On forme des petits agents économiques et des futurs travailleurs. Et c'est la manière dont je crois que ça fonctionne. Luco, dans le chat, nous demande, alors, je pense un peu sur ton la plaisanterie, mais est-ce que l'école c'était mieux avant? Je sais pas. J'aimerais dire que oui. Alors, je sais pas, je suis pas professeur depuis longtemps. Je veux pas dire de bêtises. Mais peut-être mes collègues, mes camarades, pardon. Moi, ça m'interroge vachement parce qu'en préparant un petit peu l'émission et sur les sujets que vous nous avez soumis, je vois un vrai parallèle avec le ministère de l'Instruction qu'on a pu connaître auparavant, de la version jusqu'à 1932 avec un petit retour sur Vichy, et on voit un vrai focus sur les fondamentaux, on voit un discours sur le wokisme qui est complètement
qui est très très difficile à comprendre honnêtement. Pour moi, j'ai l'impression que les gens généralement parlent de choses très différentes, et un retour où l'école doit absolument, et d'ailleurs c'est un des sujets qu'on nous est soumis, mais avant tout instruire et préparer au monde du travail, et assez peu accompagner les jeunes vers l'âge adulte, la citoyenneté, etc. Et que j'ai l'impression, en tout cas dans les différents discours et différentes réformes de ce monde-là, qu'on est quand même sur un retour à une école assez ancienne finalement, assez conservatrice, et du coup l'école, est-ce qu'elle était mieux avant? J'ai l'impression qu'elle se dirige vers l'avant. Je ne sais pas si elle est mieux, mais elle retourne un peu en arrière selon moi. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de rebondir directement là-dessus. Parce que Camo, non, peut-être là-dessus, non, sur l'école qui revient à ce qu'elle était avant. Le prof d'histoire. Mais ce sera déjà avec plaisir, parce que c'est l'école de la Troisième République. Pour moi, ce sera avec plaisir. Donc, je ne sais pas si l'école c'était mieux avant, mais j'espère en tout cas que ce sera mieux après. Ouais, c'est ça, exactement. On a juste d'abord sur le bilan de Blanquer, quand il y a un problème. Vas-y. Sur le bilan de Blanquer, faut dire qu'il y a énormément de moyens qui ont été mis sur le réseau d'éducation prioritaire. Donc en gros, les banlieues pour dire vite, avec le dédoublement des classes, avec le salaire, enfin des primes qui ont un petit problème de connexion. Qui sont devenus quand même assez confortables. Donc ça a été au détriment de l'espace rural qui a été vraiment abandonné malgré des discours. Alors, Camo, on a des petites difficultés. Des vœux pieux du gouvernement. Globalement, c'est je pense les territoires, ça a été pas qu'il nous entend. Non, je crois. Attends, on va peut-être. C'est positif. Ah là là. IDB, Au niveau. Oui. Est-ce que tu peux éventuellement couper? Oui, Moi, j'aimerais. Le temps qu'on arrive à régler ce souci. Voilà. Oui. Moi, j'aimerais demander à Enguerrand, oui, et puis Sébastien pour réagir. Vivi. Si c'est ça. Non, pardon. Oui, voilà, c'était dans le chat, nous dit du coup, cette réforme, puis après on passera à autre chose, j'ai cru comprendre que ça poserait aussi problème pour l'accès à certaines formations ou études supérieures. Et la petite Lou dans le chat nous dit, est-ce qu'il faut avoir son abonnement Canal+ pour suivre Camo 4? Est-ce que cette réforme pose souci à l'accès à l'enseignement supérieur? Est-ce que ça a un impact? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, parce que l'accès est toujours là. Voilà. Ce qui a été, je pense, mal fait, mais il y a plein de choses qui étaient déjà. Je suis pas là depuis longtemps dans l'éducation nationale, mais le système précédent était, sinon obsolète, assez mal préparé. Enfin, voilà. Il était mauvais. En tout cas, il fonctionnait plus. Je ne sais pas déjà s'il a déjà fonctionné. Là, le problème, notamment avec cette réforme dans les filières générales, en tout cas, pour là où j'enseigne, parce que je peux pas parler du reste, c'est que on fait des menus, on propose aux élèves des menus, mais cette réforme, elle a été faite que dans le secondaire. Donc pour le supérieur, on demandera toujours à des gens qui veulent aller en fac de maths, de bio, en lettres, ou je sais pas, ou en BTS, etc. En fait, on leur demandera les mêmes compétences, c'est-à-dire qu'au fond, on s'attendra à des profils de S, de ES, de L, de STMG, de STID, etc. Alors que ça n'existe plus. Toi, Vivi nous répond là, il a reçu récemment une patiente qui était en lycée qui disait qu'elle n'avait pas forcément le choix de prendre telle ou telle option si elle voulait aller dans la branche qu'elle souhaitait. Donc effectivement, c'est ce que tu viens de dire. Exactement. Et sans parenthèse pour aller très vite, mais en plus, certains lycées, et c'est là où la mise en concurrence, etc. joue aussi, certains lycées ne peuvent pas offrir certaines options. Parce que, par exemple, trop peu d'élèves demandent cette option, donc voilà, on ne peut pas maintenir ou ouvrir un poste. J'aimerais le temps qu'on... Camocato, est-ce que tu es revenu avec nous? Est-ce que ça fonctionne? Bon, le temps de voir ce problème technique. Censure. Puisqu'on parle d'orientation, on a beaucoup entendu parler de Parcoursup. Alors nous, on n'y a pas été soumis nous-mêmes. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler de ce truc-là? Sébastien, oui, c'est vrai que ça fait... C'est vrai que ma Parcoursup, je vais être assez
peu pertinent sur cette question. Je voulais juste ajouter sur cette question d'égalité par rapport à cette réforme du lycée, c'est qu'on voit concrètement que certains établissements sont capables d'offrir justement ces vrais choix de filière adaptés à chacun et que chacun puisse faire vraiment comme il le souhaite. Très clairement, il y a beaucoup, et c'est peut-être même majoritairement, d'établissements qui n'en sont pas dans cette capacité-là et où on observe, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est public, hein, que d'un point de vue du genre, la proportion de filles qui s'orientent vers des filières plutôt scientifiques ou des choix d'options plutôt scientifiques, en fait, est en baisse assez importante et dans un temps qui est très court. On avait déjà un gros souci à ce niveau-là, qui était pour moi plutôt justement un objectif de réussir à faire que les choix d'orientation soient moins genrés. Aujourd'hui, il y a une inégalité qui se creuse d'un point de vue social et aussi d'un point de vue du genre. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est assez dramatique pour la suite parce qu'on a besoin de beaucoup plus de mixité dans beaucoup de filières et notamment scientifiques. Alors, c'est quoi cette histoire de genre du coup? Parce qu'on en a entendu pareil parler pas mal. Un peu plus précisément. En fait, je pense que malgré tout, ça part d'une bonne intention, hein, de pouvoir apporter plus de flexibilité et de pouvoir faire que certains puissent avoir plus de choix et moins encadrés par ces filières. Maintenant, la réalité, c'est que ça n'encourage pas, en fait. Là où, évidemment, dans les choix d'orientation, il y a des prismes du déterminisme genré, et bien aujourd'hui, malheureusement, malgré toutes les bonnes intentions du monde, on constate que les filles prennent moins les options scientifiques que les garçons et que ça diminue de plus en plus. Voilà. Alors, on avait regardé, je ne sais pas si vous constatez ça aussi de votre côté, Enguerrand et Camo. Est-ce que vous avez cette impression-là? Alors, parce que pour préparer cette émission, on a regardé un peu une interview notamment de Jean-Michel Blanquer. Sur France Inter. Sur France Inter, où justement il conteste ce fait-là, notamment de Jean-Pierre Bourguignon, qui dit qu'avec la réforme... Bourguignon, pardon. Des jeunes filles qui ont choisi de faire maths seraient tombées à 10%. Qu'est-ce que tu fais, Alexis? Il conteste un chiffre, je veux dire, je comprends pas. Et il dit non, pas du tout, c'est faux, ça n'a quasiment pas bougé. Le chiffre était déjà un peu mauvais à la base, mais c'est complètement faux. Ouais. Alors je sais pas, vous avez constaté une véritable baisse de ce... Moi, j'ai pas d'échantillon représentatif, je peux pas te dire, j'oserais pas, voilà. Et ouais, je vais pas me dire beaucoup plus. D'accord. Peut-être, si tu me permets, Adrien, après on va passer à autre chose, parce que là, on a beaucoup parlé sur le sujet du bilan, mais quand même, il y a un mot qui a été lâché à un moment et sur lequel j'aimerais revenir, c'est un peu le mot du moment de la campagne, c'est sur celui du wokisme. Parce qu'il a vraiment, Blanquer a mis une priorité sur la lutte contre le wokisme. Blanquer, il dit que, je cite la fameuse émission qu'on a pu regarder avec Adrien, ça revient à dire que nous soyons des saints et que nos ancêtres, des nuls, il utilise le mot nul. Pour lui, c'est donc de l'anachronisme. Il faut accepter que nous sommes héritiers d'une histoire humaine et il faut faire attention à la haine de soi. Moi, la question, c'est est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est un phénomène qui est important dans l'éducation nationale ou est-ce que c'est marginal? Et là, j'aimerais donner la parole à Camo Cato si ça fonctionne. Espérons. Je crois pas. Oh. Moi, si tu nous entends, n'hésite pas à nous dire ce que tu penses du wokisme. Sinon, encore une fois, comme par hasard sur ce sujet-là, ouais, mais tu te fais... C'est fou, c'est pile au moment où... je vais te demander à Enguerrand, du coup, ce que t'en penses, toi. Il me semble que c'est une lubie, alors pas uniquement de Blanquer, mais c'est une lubie d'un gouvernement qui est libéral conservateur, en tout cas idéologiquement, dans ses discours, qui s'est prouvé être conservateur. Est-ce que les élèves d'aujourd'hui sont plus sensibles aux problématiques écologiques, féministes, antiracistes, etc. Oui, je pense. Vous m'entendez? Je crois qu'on vas-y, on finit, puis après on donnera la parole à Camo qui, je crois, n'est pas d'accord. Pour aller très vite, en tout cas les élèves que je vois, encore une fois, c'est des échantillons très peu représentatifs, mais est-ce que les élèves que j'ai face à moi sont plus sensibles aux problématiques qu'on pourrait appeler wokistes, puisqu'il faut accorder crédit à ce terme-là? Oui. Est-ce que tenir un colloque fantoche à la Sorbonne pour étudier si le wokisme menace la République, j'ai un doute. Surtout, alors peut-être qu'elle menace la République et les principes républicains de Blanquer, qui, je crois, pour passer la parole à mon camarade, ne sont pas les principes de la Troisième République, ni dans les textes, ni dans la lettre, ni dans l'esprit.
que tu nous dis, c'est qu'elle menacerait peut-être plus la République En Marche que la République tout court. Voilà, notamment. Ok. Camo, si tu nous entends. Oui, peut-être. Mais je crois qu'il est plus sur Ninja, donc à mon avis c'est non. Moi, je le vois, mais... Et pourtant, on l'a entendu tout à l'heure. Oui, non, mais Peut-être là-dessus un petit parallèle moi, qui m'a beaucoup surpris. Bien sûr. Je voulais revenir sur... parce que, bon, on l'a dit, hein, Blanquer, 5 ans, un mandat extrêmement long et, vous m'entendez malheureusement pas une trace indélébile pour autant. Si. Il a vécu quand même pas mal de choses compliquées, hein, que ce soit le Covid, évidemment on vient d'en parler, mais aussi, je pense, la mort de Samuel Paty, qui est un événement qui est tout sauf neutre. Et à la suite de ça, après toute l'horreur, les hommages, tout ce qu'on a pu ressentir dans la communauté éducative de façon très large, j'ai trouvé que le moment des hommages a été particulièrement intéressant dans un sens négatif malheureusement, et qui va un petit peu dans le sens de ce qu'on se disait à l'instant, à savoir que au moment où on a voulu rendre hommage à cet enseignant qui est mort pour des raisons juste d'exercer son métier, on a eu un moment où on est sorti de l'action éducative auprès des élèves et où on a pensé qu'il fallait punir les élèves qui malheureusement n'avaient pas forcément tous les éléments pour comprendre la situation, pour réagir, pour grandir face à cette adversité-là, et on a voulu punir ceux qui n'avaient pas la bonne attitude républicaine dans ce moment d'hommage. Moi, ce que j'ai surtout eu comme sentiment à ce moment-là, c'est qu'on avait abandonné les enseignants dans ce moment-là, à savoir quelle est la formation, quel est l'accompagnement, quel est le soutien que le ministère a pu apporter aux enseignants pour aborder ces questions avec les élèves, pour en parler, pour les faire grandir, pour échanger, pourquoi pas ne pas être d'accord, mais pour créer un débat et faire que l'école soit un lieu où on puisse s'exprimer, échanger, ne pas être d'accord peut-être, mais en tout cas essayer d'être dans une réflexion constructive, éducative et pas punitive. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. J'ai l'impression, même si on pourra, et je l'admettrai, dire que c'est peut-être un peu éloigné du wokisme, se positionner plutôt dans une position de punition par rapport aux élèves plutôt que d'éducation et d'échange, alors qu'on était dans un moment où il était essentiel de pouvoir justement parler de tout ça dans un espace plutôt sain, et où on puisse exprimer par moments des incompréhensions ou des désaccords et faire quelque chose de constructif. On va retenter, merci beaucoup pour avoir ajouté aussi cette petite pierce dans la discussion. On va retenter de donner la parole à Camo qui semble être de retour. Donc Camo, n'hésite pas, si tu m'entends, à donner un signe de vie. Est-ce que tu m'entends? Ok. Eh bien écoutez, je vous propose que l'on passe à la suite de notre émission. On en a parlé un peu aussi rapidement, parce que vous voyez, l'éducation, évidemment, on a essayé de diviser l'émission en plusieurs choses, mais on parle de beaucoup de choses à la fois, ce qui est normal. Et on va parler du rôle de l'éducation nationale. Et le rôle de l'éducation nationale, moi j'aimerais vous demander, est-ce que l'école, tu en as un peu parlé en Guérand, il me semble que c'était toi, sur est-ce que l'école forme des citoyens ou est-ce que l'école prépare les gens à aller travailler à l'entreprise? Et donc, je vais prendre la seule citation, vous savez qu'on avait de la soirée, on fait de la culture, on en a plus en étal, qui est la fameuse de Victor Hugo, qui consiste à dire l'éducation c'est la famille qui la donne, l'instruction c'est l'État qui la doit. Donc pour vous, enfin je vais commencer par toi en Guérand, quel est le rôle de l'école et si elle doit éduquer quoi, qui, comment, qui, voilà. Je te laisse. Alors pour moi, je ne sais pas si ce que je peux commencer par faire, c'est rappeler vraiment 2-3 choses très brièvement. Mais ce que dit Victor Hugo là dans son langage, c'est que dans la famille, on éduque le membre de la famille et l'agent économique, et l'école, elle éduque le citoyen. C'est-à-dire que la famille éduque ce qu'il faut pour manger, pour travailler, pour survivre en fait. Et l'école, elle éduque l'individu à vivre en société, non pas uniquement pour consommer, non pas uniquement pour produire et échanger, mais aussi en tant qu'être humain. C'est aussi ce qui le distingue de l'animal et c'est aussi ce qui fait que la vie politique et la vie en communauté, c'est pas uniquement le règne de la concurrence généralisée avec quelques limites. C'est ce qu'elle fait ou c'est ce qu'elle devrait faire? Alors, c'est ce qu'elle disait qu'elle devait faire à la fin du 19e siècle, 1870, et plutôt un peu après, Jules Ferry, toute cette équipe-là. Alors, est-ce que ça a déjà été le cas? Très honnêtement, je crois qu'historiquement, non. C'est une institution
bourgeoise, conservatrice, mais je pense que c'est pas la pire et qu'il y a de très bonnes choses. Est-ce qu'elle le fait encore? Oui, dans une certaine mesure quand même. Je pense qu'il ne faut pas tout jeter. Mais il y a quand même cet esprit, je trouve vraiment. Alors peut-être que c'était déjà le cas quand nous, on était au lycée ou même avant, mais il y a vraiment une préparation au monde du travail, oui, c'est ça, préparer des futurs travailleurs, quoi. Ok, Sébastien, peut-être une réflexion par rapport à ce que vient de dire Anga. Mais je crois que c'est tout le terme éducation nationale pour le coup, hein, et c'était tout le débat justement à l'époque, et au moment où on rebascule sur ce terme-là, il y a l'égalité scolaire et la gratuité qui sont assénés comme principes moraux. C'est pareil, c'est je crois une conviction, en tout cas qui m'est personnelle. Je suis pas sûr que malheureusement ça soit le cas dans la réalité de tous les établissements scolaires, dans le parcours de tous les élèves. Mais c'est dans l'idée, l'objectif. Après, au vu des politiques de notre ministre actuel, c'est vrai qu'on s'en éloigne petit à petit. Et encore une fois, j'insiste vraiment sur cet aspect-là, c'est que malheureusement, on n'est pas assez ambitieux sur quels sont les moyens qu'on donne à tous les acteurs éducatifs. Et au-delà des enseignants, les CPE, les chefs d'établissement, le personnel médical, l'éducation populaire, pour jouer cette mission-là, pour assumer cette mission-là de façon plus large, collectivement. Et malheureusement, on laisse ça aux familles, ce qui est pas négatif en soi de dire ça, mais on sait bien que chaque famille est différente, avec des contraintes, des impératifs qui sont très différents, et le déterminisme, malheureusement, fait que ça n'est pas la réalité de tous les foyers. Donc quand on parle justement de faire nation, je crois que l'école doit jouer ce rôle-là encore plus actuellement, mais malheureusement, on ne donne pas les moyens pour que ça soit vrai. D'accord, alors je transfère une question du chat de la petite Lutte qui nous dit l'école indique préparer les jeunes à l'entreprise, mais l'entreprise n'a pas exactement la même opinion de cette préparation, non. Alors, est-ce que déjà c'est le rôle affiché de l'école de préparer à l'entreprise, au monde de l'entreprise? Alors, je dirais pas dans les textes, en tout cas. Mais de toute façon, l'école ne prépare pas, dans ses principes, et elle le revendique, l'école ne prépare pas au monde du travail, parce que l'école ne prépare pas des travailleurs. Même si, alors disons, supposons une situation où on n'ait pas besoin de travailler, l'école serait présente quand même. L'école serait présente quand même. On forme, en tout cas c'est la revendication républicaine, on forme des citoyens, c'est-à-dire qu'on forme, pour aller très vite, des individus qui peuvent s'exprimer, agir rationnellement. Donc, mais c'est quoi les critères justement de former un citoyen? À quel moment on est formé citoyen dans ce pays? Alors, pour aller très vite, maintenant, c'est vrai, il y a quelque chose qu'on oublie, mais historiquement, je vais vraiment très vite, mais avant, lire, écrire, compter, ça c'était nécessaire et c'était pas acquis. Maintenant, ça l'est, on nous forme aux principes républicains de discussion, d'égalité, d'égale liberté, de justification, de fonder les propos, de non-discrimination. En tout cas, c'est ce qui est revendiqué. Voilà. D'accord. Alors on nous dit quand même, la petite Lutte qui dit, mais est-ce qu'on classe quand même a priori les établissements en fonction des débouchés pro? Donc il y a quand même peut-être au moins un double discours ou un problème là-dessus. Je crois que là-dessus, il faut pas non plus. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Maintenant, c'est aussi un principe de réalité. Je suis très triste de dire ça. Clairement, idéologiquement, j'en suis très triste. C'est vrai qu'il faut aussi ne pas mentir pour la suite du parcours des élèves. On a des réalités territoriales qui sont très différentes. On a des enjeux en termes de chômage qui sont très différents selon les territoires. Et évidemment que l'école ne doit pas placer dans une impasse pour la suite du parcours. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il doit préparer pour autant et que ça soit l'objectif au monde professionnel? Il y a un écart entre les deux. Je crois que l'école ne peut pas être non plus aveugle face à ces enjeux d'insertion professionnelle à la suite du parcours scolaire. Et il faut réconcilier les deux enjeux sans pour autant que ça soit l'idéologie de l'école. Un minimum, en tout cas, je crois. Je ne vais pas trop loin, mais un minimum, je crois. Non, bien sûr, voilà. Mais si je puis me permettre, je crois que la pragmatique est, on veut mettre la pragmatique du mauvais côté. Je suis pas sûr que l'école, c'est une conviction personnelle. Je pense que dans sa nature même, et c'est le problème aujourd'hui, elle ne peut pas faire ça. S'il faut changer quelque chose, c'est le monde du travail. Et je pense que plus on
cherchera à adapter l'école, à préparer les élèves à ce monde du travail, sachant que c'est déjà le monde du travail, un lieu d'inégalité, de discrimination, où sont reproduits les dominations genrées, sociales, ethniques que vous voulez. Voilà, je pense en tout cas qu'on peut, alors voilà, on peut avec des pansements faire du mieux qu'on peut, mais je pense pas que ce soit dans ce lieu-là qu'on arrivera à faire quelque chose. Il faut Vous avez vu s'attaquer, le à mon chat, avis. Pour une fois, je ne suis pas la personne la plus de gauche de cette émission. Ah, Merci ouais. à toi. Sébastien, parce que tu parlais tout à l'heure, on parle de l'éducation nationale, oui, mais là, notre débat, il est sur l'éducation. Alors, tu as cité notamment l'EducPop. Est-ce que tu peux, je crois que tu connais ce milieu-là, hein, c'est ce que tu me disais, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est et quel rôle ça vient On a jouer perdu le dans... son. Un instant, s'il vous plaît, messieurs. Là, c'était... Vous m'entendez pas? Si, c'est bon, Non, on est de je retour. crois On est que de c'est retour. bon, Tu hein. reprends ta question, Adrien, s'il te plaît. Pardon. Oui, donc je vais répéter parce qu'après on a eu un petit côté, un petit souci technique. On vous entend, nous dit-on. Donc, Sébastien, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qu'il y a à côté de l'éducation nationale, de l'éducation populaire notamment? C'est quoi? Ça sert à quoi l'éducation populaire? Et est-ce que c'est pas un peu la béquille aujourd'hui de l'éducation nationale? Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de béquille. Enfin, je ne saurais pas dire qu'est-ce que tu sous-entends sous ce terme-là. Je crois que concrètement, c'est une école qui est assez. Enfin, c'est un endroit qui est assez essentiel pour les jeunes. Et malheureusement, enfin, je parle encore toujours sur un biais très éducation prioritaire. Aujourd'hui, c'est un liant pour moi, pour justement raccrocher beaucoup de foyers, beaucoup de familles qui ont peut-être une défiance par rapport à l'école, peut-être de mauvais souvenirs, peut-être une difficulté à se rendre dans ce lieu-là, et qui permet, peut-être pas assez aujourd'hui, et ça c'est un gros élément, mais de créer une relation de confiance. C'était d'ailleurs la grande phrase de Blanquer, l'école de la confiance, etc. Aujourd'hui, malheureusement, on n'en est clairement pas là, hein, ça c'est sûr et certain. Mais les éducateurs, que ça soit sportifs, que ça soit de quartier, que ça soit X ou Y, ont la confiance des familles, ont la connaissance également des réalités territoriales, ont la connaissance du parcours peut-être des grands frères, des petites sœurs et ainsi de suite. Et je crois qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui à rapprocher l'école et tout ce qui est éducatif autour d'elle pour faire du lien. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a quelque chose que je trouve assez dramatique, c'est que ça soit le passage du primaire au collège, du collège au lycée, que ça soit le passage de l'école à les activités périscolaires, on a malheureusement une perte d'information dramatique sur la connaissance du jeune. Peut-être qu'un jeune qui est en difficulté scolaire au sein de l'école est excellent et démontre d'énormes compétences, d'énormes qualités en dehors. Et ce lien-là, cette connaissance de ce jeune et de son environnement social notamment, malheureusement, est toujours perdue. Donc on perd du temps, on perd de la qualité de relation et on perd du coup dans cet accompagnement pour le jeune, dans sa scolarité et dans la construction de son futur. Donc je pense que c'est au niveau de la confiance surtout, mais pas que l'éducation populaire a un vrai rôle à jouer. Et évidemment, il y a des compétences voilà, de collectif, notamment de dépassement de soi, qui sont travaillées aussi en dehors de l'école, mais qui sont aussi au sein de l'école. Donc j'aurais plus dit au niveau de la confiance, parce que les compétences, finalement, on les retrouve travaillées un petit peu partout. Alors, deux petites questions par rapport à ce que tu viens de dire, une pour toi et une pour toi, Enguerrand. Est-ce que, donc tu parles du lien entre les deux, il est suffisant? Comment on le développe, ce lien entre l'EducPop et l'Éduc national, entre les enseignants et les dispositifs d'accompagnement à la scolarité, par exemple, ou le suivi dans les structures d'éducation populaire d'une manière générale? Et pour toi, peut-être plus Enguerrand, mais je te laisse aussi y répondre, est-ce que c'est pas là, est-ce que c'est pas dans l'Éduc populaire qu'on forme vraiment le citoyen, qu'on peut débattre de politique, qu'on peut aborder ces sujets qui sont quelque part, on a l'impression de l'extérieur, un peu tabou dans l'éducation nationale? Alors je vous laisse vous débrouiller avec ça. Merci. Je te laisse commencer si tu veux, je viens de parler longtemps. J'ai très peu de choses à dire parce que ce que je peux dire, c'est que le fait même que je sois aussi peu informé sur l'éducation populaire, alors que je veux dire, je suis professeur dans l'éducation nationale, est inquiétant. J'ai très peu de choses à dire parce que je connais très peu de choses sur l'éducation populaire, voilà, parce que je lis moi individuellement en tant qu'individu privé sur l'histoire de l'éducation populaire, je sais très très peu de choses, donc voilà, c'est tout. Alors du coup, Sébastien, peut-être.
Moi, ça là-dessus, parce qu'il faut aussi dire du positif de ce mandat-là. Il y a une initiative que j'ai trouvée très intéressante qui s'appelle Cité éducative. Au-delà du nom qui me paraît très problématique, l'idée est la suivante, rassembler sur un territoire local tous les acteurs éducatifs, quels qu'ils soient, autour d'une table, donc que ce soit la mairie, que ce soit les associations, que ce soit les collèges et les lycées, autour d'une table pour créer des projets communs. Et essayer du coup de créer ce lien-là. Malheureusement, très concrètement, la réalité est bien différente, évidemment. Ces projets-là sont sous-financés, sous-staffés et on ne voit absolument pas la réalité de ces projets. Mais ça indique que malheureusement, ce lien-là est en fait assez peu fréquent. Mais comme ça vient d'être dit d'ailleurs, et c'est assez malheureux. Et je crois d'ailleurs que pour avoir envoyé certains profs dans des centres de loisirs durant l'été, on voit qu'il y a une méconnaissance assez importante des deux côtés. Par moment, une défiance sur quel est le rôle de chacun et quel est le territoire un petit peu gardé. Et très clairement, c'est, je pense, vraiment un enjeu parce que l'élève, lui, il voit des référents un peu partout. Et je crois que le métier d'enseignant, on a tous un enseignant qui nous a fait vibrer dans notre vie. Et on a aussi tous peut-être quelqu'un dans les activités périscolaires qui nous a fait vibrer aussi et dont on se souvient comme étant essentiel à notre construction d'adultes. Et aujourd'hui, malheureusement, oui, ce lien-là n'est pas assez important. Mais après, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Hein, parce qu'il faut évidemment et qu'est-ce que pour que ce soit le cas. Et on n'a que ce soit un point supplémentaire. On n'a pas peut-être Just Gold dans le chat nous dit j'ai pas compris ce que c'était l'éducation populaire. Moi, j'ai répondu, mais Sébastien, peut-être que tu peux confirmer ma définition. Pour qu'on soit sûr de quoi on parle depuis 5 minutes, après on passera à un autre sujet, on va tester, voir si Camo est de retour. Ouais, je dis que c'était toutes les mesures éducatives mises en place à côté de l'éducation nationale, que ce soit par rapport aux MJC, les assauts de quartier, le périscolaire, etc. Mais tu peux peut-être préciser un peu cette définition-là? C'est exactement ça, hein, c'est très large et ça va être surtout une définition en dehors de l'école, de tout ce qui peut être d'action éducative en dehors de l'école. Voilà. Ok. Je vous propose, moi, du coup, avant de passer au rôle parler des professeurs et des budgets, peut-être parce qu'on a tendance à dire que l'école en France, elle est nulle. On nous dit que, vous savez, cette étude PISA de l'OCDE, on dit, regardez, ils sont tous meilleurs que nous. La France, dernière étude a eu lieu en 2019. La France se trouve dans la moyenne des 79 pays qui participent à l'étude, mais elle est largement au-dessus de la moyenne concernant les inégalités. C'est-à-dire que les élèves issus des familles les plus fortunées réussissent donc beaucoup mieux que les plus démunis. Donc, quand on regarde PISA, juste les pays qui sont le mieux PISA, donc c'est ce classement de l'OCDE, c'est les pays qui sont le mieux classés, c'est la Chine, Singapour, Macao. Les mieux classés en Europe, c'est l'Estonie, les Pays-Bas, la Finlande. Moi, j'ai quand même envie de vous demander, est-ce que, par rapport à nos voisins, à nos amis, est-ce que vraiment on peut compter sur ce genre d'études internationales pour aller blâmer l'éducation nationale et dire que la France, ça rien ne va? Peut-être, je vais réessayer. Je vais essayer une dernière fois. C'est un peu désespéré. Sors ton totem, là, ta petite poupée vaudou. Je me sens comme Emmanuel Macron qui essaie de sauver la paix en Ukraine. Allez, je mettrai un peu de vaudou sur Marine Le Pen pour que ça marche. Non, oui, donc Camo Kato, peut-être sur ces comparaisons internationales, si tu as quelque chose, si tu m'entends. Aïe. Malheureusement. Je crains, Camo Kato, que nous soyons obligés de te censurer pour le reste de la soirée. Donc, du coup, je vais demander à Sébastien. Cancel un camarade. Censure un camarade. Ah oui. Ouais, mais en fait, on t'entend 15 minutes après tout le monde, donc tu peux essayer, mais... Et je me lance du coup. Moi, je l'entends absolument pas. Je pense que dans le stream, on l'entend absolument pas. Alors, je crois que c'est toujours intéressant comme étude. Après, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui nous fasse oublier nos propres réflexions. Mais cet élément-là d'inégalité, il est dramatique. Je crois qu'il est aussi à voir au regard de questions de formation de nos enseignants aujourd'hui. Dans la suite de l'étude, si on regarde, mais même juste le résumé assez rapide, qu'on peut trouver facilement sur Internet, on voit que les enseignants aujourd'hui en France souffrent de questions de gestion de classe. Et ça, si on regarde même la comparaison nationale sur l'éducation prioritaire et le reste, c'est beaucoup de temps par cours qui est passé à ça, alors qu'il existe des vraies techniques de gestion de groupe. Les enseignants d'EPS, ils sont
parfaitement formés, et c'est d'ailleurs assez bizarre de voir qu'on ne s'en inspire pas plus que ça, et qui montre que voilà, on a une école qui fait réussir, hein, ça c'est pas le sujet, hein. On a une école qui est performante à plein d'égards. Par contre, on a une école qui n'est pas capable de faire réussir ceux qui naissent avec le plus de difficultés et qui ont des choses peut-être en moins que d'autres à la naissance. Donc c'est ça surtout l'enjeu, moi je crois, qui est important. Et quand on regarde justement l'état de notre formation aujourd'hui, il y a la question de la gestion de classe, il y a la question de la formation initiale, hein, qui a été rétablie par Najat Vallaud-Belkacem. C'est assez dingue de se dire ça, hein, juste à ce niveau-là, et qui par ailleurs est en termes de formation continue, mais dramatique. La formation continue, on est dernier du classement. Et il y en a des pays qui, sur le papier, en termes d'éducation, ne sont pas des exemples, hein. Mais on est dernier en termes de formation continue en France aujourd'hui pour nos enseignants. Donc voilà, on estime qu'un an de formation est suffisant, 2 ans, voilà, et qu'ensuite on n'a plus à se former, et qu'on n'a plus rien à apprendre. Or, évidemment que tout est en évolution et qu'il faut continuer à se former. Donc oui, ce rapport PISA est quelque chose sur lequel il faut prendre acte, il faut réussir à faire évoluer les choses et faire changer ces constats-là qui sont dramatiques. Guérand, peut-être si tu as quelque chose à ajouter sur ce point avant qu'on passe à la suite. Non, à part des choses très générales. Bon, après, je suis toujours inquiet comment dire, que ces critères-là deviennent des critères un peu centraux, ou que ces comparaisons-là soient appliquées justement à l'école comme si on comparait, si vous voulez, les entreprises, le PIB, etc. Enfin, bien entendu, encore une fois, il y a le principe de réalité, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne sais pas si dans ces critères-là, enfin si, en tout cas je sais ce que je pense pour aller très vite, mais peut-être que dans les critères de performance, on pourrait se demander, on pourrait adopter comme critère, voilà, est-ce qu'on est dans un état plus ou moins fasciste? Est-ce qu'il y a plus de personnes qui battent leur femme, leur mari? Oui. Est-ce qu'il y a moins d'attaques envers telle population? Est-ce qu'on consomme, est-ce qu'on mange mieux? Voilà, peut-être que ça sont des critères en tout cas, du moins, il me semble que ce sont des critères plus pertinents que ceux qui sont présentés là. On a des réactions dans le chat. Camo, d'abord, qu'on salue encore, hein, je suis vraiment dingue de ne pas pouvoir t'écouter en live, mais on va te le dire. Il nous dit les pays qui réussissent le mieux appliquent les pédagogies à l'ancienne, tant dans les méthodes que dans l'autorité de l'enseignant. Alors déjà, peut-être une réaction par rapport à ça. Et, pas réussi. Les pays qui réussissent. Les pays qui réussissent. PISA, quoi, les mieux classés dans PISA. Voilà. Je pense que c'est ça dont je pense aussi. Et la petite Lotte qui nous dit, Sébastien, j'ai pas vraiment compris ce que tu nous disais finalement. L'école n'arrive pas à faire réussir, je vais y arriver, ceux qui n'ont que l'école pour s'en sortir, parce que ceux qui ont tout, ce qui va bien autour, c'est plutôt facile de les faire réussir. Non. Voilà les 2 remarques qu'on a eues. Alors, je vous laisse y répondre, comme vous voulez. Dans quel ordre? Peut-être Sébastien, parce qu'il y a une interpellation directe pour lui. Oui, mais c'est exactement ça. Enfin, c'est facile. Je dirais pas que c'est facile de faire réussir qui que ce soit, mais oui, on constate que quand on est né au bon endroit avec un bon capital culturel, si on peut dire ça comme ça, on a plutôt une école qui est performante pour ce genre d'études, hein, et c'est une très bonne remarque qui a été faite. Qu'est-ce que réussir et qu'est-ce que ces comparaisons internationales nous montrent. Mais en tout cas, dans ce classement-là, oui, il est plus simple quand on est issu d'un milieu favorisé de réussir avec ces critères-là. Maintenant, quand on est issu d'un milieu plus défavorisé et avec un accès du coup à la culture et peut-être au code scolaire notamment, familial, en tout cas dans son entourage, eh bien c'est plus difficile et l'école française n'y arrive que très peu. Ok. Mais donc, qui dit PISA ne dit pas Montessori, quoi. On en est loin. Après, je ne sais pas si Montessori est... Ouais, Montessori, non plus, mais... il y a des choses à dire aussi, hein, mais voilà. bon. Ouais, complètement. Excusez-moi, c'était une vanne, je dis des conneries, mais voilà, c'était Kamokato dit ces classements se font sur des critères de maîtrise du savoir, alors que les pédagogies actuelles se concentrent davantage sur les compétences et l'éducation au détriment du strict savoir. Ça revient un peu à ce que vous avez dit. Messieurs, comme il est 21h54, je vous propose qu'on passe à notre 3e partie. Et que, alors là, je vais reprendre du coup, Adrien, je suis désolé, je pique ta formule, je vais lire la question. Non, je te la fais lire. Non, vas-y. Adrien nous a dit, les profs sont-ils dévoués et maltraités par l'État ou des gros branleurs mangeurs de merguez, saloperies de troc? C'était censé être un brouillon, hein, je précise. Vous avez l'idée. Sur cette question.
Alors, je l'ai pas sous les yeux, mais je crois que je suis un gros branleur, mangeur de Mangeur merguez. de merguez, saloperie de Trotsky. Voilà. Alors, néanmoins, je crois que je fais partie d'une minorité, donc rassurez-vous, il y a encore des merguez chez le boucher après le passage des profs. Voilà. Oui, non, je pense que les professeurs sont de bons, voire de très bons élèves qui se tiennent bien sages. On a vu même lors des contestations, c'est quand même assez mignon voilà, les contestations des professeurs. Alors, il y a des professeurs, pardon, il y a une force syndicale, il y a une belle organisation contestataire. Néanmoins, je crois que voilà, les ordures trotskistes se cachent ou alors se tiennent sages. Voilà. Bon. Et Sébastien, une remarque par rapport à cette question un peu. Ouais, Camo n'hésite pas déjà, sur le chat. Je suis allé voir le dernier rapport de la Cour des comptes à ce sujet et c'est assez affolant. On constate qu'en termes d'absence des enseignants, aujourd'hui, les 2/3 des absences des enseignants sont dues à une mauvaise organisation de l'administration, qui j'espère est un sujet qu'on va traiter aussi parce qu'il y a vraiment un sujet là-dessus dans l'éducation nationale. 2/3. Donc, ce qui veut dire que pour des raisons de santé, aujourd'hui, les enseignants ont moins d'absence que le reste de la société de façon générale, à savoir 2,6% des profs sur l'année, 3,2% dans la fonction publique d'État, 5,1% dans la fonction publique territoriale et 3,9% dans le privé. Donc il y a un fantasme assez dingue et on fait peser un poids monumental sur les enseignants alors que durant le Covid, ça a été fou. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir des enseignants au quotidien, au téléphone, dans plein d'établissements différents. Mais la charge de travail qui se sont imposées, c'était fou. C'était fou. Pas de prime, pas de rien du tout. Et rien, aucune demande particulière. Ils ont été complètement oubliés d'ailleurs par le ministère et les promesses, on les a jamais vues arriver. Enfin, l'effet des promesses. Donc, moi, c'est quelque chose qui me surprend toujours. Comme discours, alors qu'en réalité, c'est plutôt l'inverse. Les enseignants sont engagés, travaillent beaucoup, s'inquiètent de leurs élèves, construisent leur contenu année après année. C'est un fantasme, le prof qui fait 10 ans d'affilée le même cours. Je crois que mes collègues le confirmeront. Voilà, moi, c'est quelque chose que je trouve dramatique et je trouve que les médias là-dessus ont malheureusement un effet qu'ils ne mesurent pas. Parce qu'en parallèle, on a une crise d'attractivité qui est folle, moins 10% d'inscrits au concours entre 2019 et 2020, une hausse des démissions qui a triplé en 10 ans. C'est un métier qu'on a besoin de replacer au centre de la société en ayant un discours collectif de soutien, d'aide, et je vois pas comment on peut s'en sortir de façon lâche si on ne soutient pas nos enseignants. Donc c'est quelque chose de vraiment dramatique et il y a plein de discours de politique en ce moment qui me choquent. Parce que on a l'impression qu'on s'en fout, que les profs sont des branleurs. Enfin, c'est honteux, Ouais, vraiment, c'est honteux de dire ça. Toujours une idée reçue qui a la peau dure. Alors, je me permets de rebondir assez rapidement. Alors déjà, pour faire un petit big up à mon copain Alexis, qui connaît ce rapport, Alexis, ce rapport de la Cour des comptes, puisque je crois qu'il y a participé à rédiger la version d'avant. Mais chut. Mais peu importe, non, mais voilà, donc les profs, c'est pas assez... Merci pour le big up. On recrute mal les profs, c'est la formation qui pose problème. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est la reconnaissance, la rémunération? Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour... Alors moi, il me semble que c'est dans les conditions de travail déjà que je pense que bêtement, parce que il faut dire que je suis professeur en milieu rural périurbain, donc j'ai pas les mêmes problématiques d'enseignement que d'autres professeurs. Voilà, il faut le dire. Là, je n'oserais pas généraliser, mais déjà des classes à 35, bon, c'est insupportable. Le peu de communication, voire la gestion autoritaire parfois il est difficile parfois d'organiser un devoir, de dégager 1 heure pour une salle, des tas de choses comme ça. Et encore, ce sont des petits problèmes. Je ne suis pas dans des lycées, alors je ne connais pas la formule consacrée, mais un peu difficile, quoi. Donc oui, voilà. C'est les REP et REP+, maintenant? C'est ça, il me semble. Je suis très peu. Volontairement, je suis très peu. Voilà. Mais Sébastien, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter justement sur ces, parce que tu en as déjà un peu parlé, mais sur ces difficultés de recrutement? Oui, complètement. Pourquoi très clairement, ce qui a été dit sur les conditions d'exercice qui sont quand même assez relayées. Voilà, le métier est assez difficile. On attend beaucoup des enseignants et de plus en plus. On attend presque tout des enseignants aujourd'hui. Et par ailleurs, on a une société qui
offre des emplois beaucoup plus attractifs. Aujourd'hui, l'un des grands sujets, c'est le concours de mathématiques. N'importe quel ingénieur de formation a 1000 fois plus d'opportunités ailleurs. 1000 fois plus, d'un point de vue de la rémunération. C'est fou. Enfin, il n'y a pas de possibilité de concurrence, évidemment. Et j'en ai rencontré beaucoup des personnes qui avaient des parcours académiques brillants et qui, de base, avaient juste envie d'être, qui avaient envie d'être prof, qui vraiment, et on peut parler du terme vocation, mais qui avaient vraiment envie d'être prof, mais qui juste avaient d'autres impératifs dans la vie et ont vu des opportunités professionnelles qui ne sont pas faciles à refuser. Quand en comparaison, oui, quand on commence, c'est très difficile quand on est enseignant, professeur des écoles, on n'en parle même pas, et avec une stagnation affolante, alors qu'on part de bac plus 5. Ouais, alors vas-y, Alexis. Non, je vais juste lire, parce que Kamokato a aussi donné son avis. Alors, je vais lire une citation, là, ce ne sont pas mes propos. Mot pour mot, s'il te plaît. Dans le contexte de l'inversion des valeurs post-68, le prof est moins bien considéré, comme pour le flic, entre parenthèses violent et raciste, et le curé, entre parenthèses réac pédophile. Le prof est vu comme une feignasse gréviste toujours en vacances, de la même manière qu'il y a une sorte de bienveillance pour les délinquants à qui on trouve facilement des excuses. Il y a une bienveillance générale pour le cancre, le mauvais élève. Kamokato dit ça. Peut-être la petite loutre revient un peu en arrière, mais... Oui, c'est ce que j'allais dire. Ah je t'en prie. Non, vas-y, t'étais bien parti. Oh là 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 là. La petite nous dit, en tant qu'enseignant, comment réagissez-vous face aux autres professions qui ont bien du mal à comprendre votre rythme de travail et l'image qui en découle dans les clichés habituels? Et la petite loutre rajoute, si j'ai bien compris, le système allemand propose des revenus nettement plus élevés aux enseignants, mais avec moins de vacances et plus de face-à-face élèves. Est-ce que ça pourrait être une évolution souhaitable? Bien sûr. Il y a beaucoup de choses différentes, mais si, Enguerrand, tu souhaites rebondir sur un des sujets. Pardon, il y a beaucoup de questions, je ne sais pas trop à laquelle. Tu as une carte blanche. Pourrait faire en sorte que faire pour que les profs aillent mieux, c'est ça la question? Ouais, et puis pour cette histoire d'image des profs surtout. Pour être honnête, j'avoue que ça me semble être... Alors, c'est pas une fausse question, mais je crois pas que ce soit une question centrale. On s'en fout de l'image des profs, je crois. S'ils font leur travail et qu'ils forment des républicains, je veux bien que... voilà. Oui, mais... Ouais, je pense. Parce que... très honnêtement, c'est vraiment pas une question que je me pose. Ok. Je suis pas... Encore une fois, je peux pas généraliser, mais... faisons notre travail et faisons-le dans des conditions qui rendent notre travail efficace. Et je pense que déjà, si on faisait bien notre travail, si on nous donnait la possibilité de bien faire notre travail, la question de l'image ne se poserait même pas. Voilà. J'apporte de la nuance à ça. C'est vrai que pour moi, la question là-dessus, tu as raison de dire que dans le fond, on s'en fout, tu fais bien ton travail et c'est le plus important. Maintenant, quelle est la question de l'attractivité du métier? On a une population enseignante qui vieillit, de moins en moins de jeunes actifs, de jeunes diplômés qui veulent devenir enseignants. Et comment on va faire le jour où on n'aura plus personne à mettre en face des élèves? Aujourd'hui, on baisse, quand on parle de contractuel, le niveau de qualification baisse drastiquement. Je travaille un secret professionnel presque, mais l'autre jour, j'étais en rendez-vous avec le rectorat de Créteil sur l'académie, sur le 93. Au niveau des professeurs des écoles, la question que l'on pose lors de l'entretien de recrutement, c'est 39 moins 19. Et le responsable me dit, et s'il ne sait pas, je le prends, parce que je dois mettre quelqu'un. Pour un prof de professeur des écoles. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est un discours caricatural de sa part, mais on a un vrai sujet aujourd'hui d'avoir un nombre d'enseignants suffisant pour les enjeux éducatifs de notre pays. Et ça va avec l'image de l'enseignant, je pense. C'est là où je vois pas le lien entre l'image. D'autant plus que moi, j'aurais presque tendance à dire que c'est l'inverse. C'est un métier où, soi-disant, on a 6 mois de vacances et on fout rien. Ça devrait être attractif, ça, non? Enfin, je sais pas. Sauf que quand vous lisez les déclarations de Pécresse, de Le Pen et de beaucoup d'autres, pour ne pas les citer, la violence est partout, ceci, le cela. Enfin voilà, c'est pas un métier qui fait particulièrement rêver dans la bouche de beaucoup de personnes publiques. Et alors que c'est un métier qui est extrêmement plaisant au quotidien pour beaucoup d'enseignants. Moi, je pense que là-dessus, il y a un vrai sujet d'accompagnement pour améliorer les conditions d'exercice, à savoir de proximité de l'institution, des chefs d'établissement, etc., etc. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Ouais. Mais très clairement, les gens ne veulent pas devenir prof parce que c'est des conditions difficiles et parce que c'est une rémunération qui n'est pas attractive. Autre point encore que j'apporte, et vraiment, je le prends une seconde, pardon, c'est la mobilité du métier. Aujourd'hui, on pense qu'un enseignant, ça doit être un enseignant à vie, qu'il n'y a pas de compétences que l'on peut réutiliser ailleurs. Eh bien non. Pourquoi ?
un enseignant a énormément de compétences qui sont valorisables dans le privé comme dans le public. Or, on estime qu'un enseignant doit rester toute sa vie en tant qu'enseignant, et quoi qu'il se passe. Or, quand on est fatigué, qu'on en a marre, on doit pouvoir avoir une reconversion. Et ça, c'est quelque chose qui va encourager aussi les gens à devenir enseignants, parce que se dire, je peux être enseignant pendant le temps que ça me plaît, au moment où je suis à fond et je me donne les moyens de faire réussir mes élèves, et je le fais. Et puis quand j'en aurai marre et que j'aurai envie de faire autre chose, je pourrai faire autre chose. Alors juste un dernier petit point là-dessus, je lis le message de Camo qui nous dit le statut est attractif, mais beaucoup de gens pensent qu'être prof aujourd'hui ressemble plus à se faire gendarme plutôt que hussard noir. On revient un peu sur cette... Et il est d'accord avec la baisse de niveau aussi. Oui, d'accord avec la baisse de niveau, mais je veux dire, attractif, le statut attractif, tu parles de cette mobilité, elle est aussi valable sur le territoire. Enfin, je veux dire, qui est capable d'expliquer ce qu'est vraiment un mouvement dans l'éducation nationale? C'est un truc incroyablement compliqué. Moi-même, je m'étais posé la question de l'enseignement dans le secondaire, c'est non, à cause de ces difficultés administratives-là, à cause de ces difficultés que l'administration impose. Mais bon, on pourrait en parler des heures, et malheureusement, le temps nous manque. Je vais peut-être aborder un sujet maintenant qui... Juste un instant. Pose aussi problème par rapport à ça, c'est le manque de moyens. En général, dans l'éducation nationale, l'état des lieux, l'état des bâtiments, Alors voilà, parlez-nous-en de ça, parce que vous serez plus peut-être à même que moi de relever la réalité du terrain sur cette question. Juste très rapidement, puisque la petite loutre et Camocato se répondent sur le chat en disant c'est pas attractif quand tu es toi-même élève et qu'on délivre la profession d'enseignant dans ton entourage ou de ta famille Et Camocato qui lui répond tout à fait, les parents étant tous persuadés d'avoir engendré des génies, la parole du professeur ne peut être que suspecte. On a presque l'impression d'entendre Hugo quand il disait il n'y a pas de mauvaises herbes ni de mauvais hommes, il n'y a que de mauvais cultivateurs, je crois c'était. Qui est utilisé dans le film Les Misérables, qui a récemment beaucoup fait parler de l'éducation dans les zones urbaines et périurbaines, n'est-ce pas? Voilà, pardon. Non, mais... Petit fun fact, petite trivia, tout ça, c'est magnifique. Alors, je reviens, Non, je merci, insiste le pied dedans, merci DV. Les moyens, c'est comment dans l'éducation nationale? À part le salaire des profs, c'est comment? Vas-y, Enguerrand. Je commence, vas-y. C'est une expérience, pour introduire, voilà. Quand j'étais en stage dans l'académie de Toulouse, donc durant la formation, donc on est formé au centre de formation, l'INSPE, et on va voir des collègues enseigner, donc en conditions d'enseignement réel, voilà, ce qui est, moi, je pense, assez bénéfique. Et je dirais pas le nom du lycée d'ailleurs, pour être honnête, je m'en souviens plus. Mon collègue, donc c'était en hiver, et mon collègue faisait cours dans une salle dans laquelle il manquait une fenêtre. Voilà, il y avait un trou. Et ils avaient mis un espèce d'immense sac poubelle. Voilà, il avait dit que ça faisait 2 mois que c'était comme ça. Donc lui, il portait un énorme anorak et il permettait, bien entendu, à ses élèves de porter leur manteau. Donc c'est un exemple, j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais oui, il peut y avoir des lycées où le chauffage ne fonctionne pas très bien. Il y a des fenêtres qui ne sont pas remplacées pendant apparemment au moins 2 mois. Pour aller très vite, après je laisserai la parole à mon camarade, mais je ne sais pas si la focale pertinente, c'est la focale de l'éducation nationale. J'ai déjà dit un peu en introduction parce que je suis là pour faire de vous des monstres trotskistes. Mais voilà, ça s'inscrit à mon avis dans des politiques beaucoup plus larges de destruction minutieuse et systématique du service public. Et ça passe aussi par le fait de rappeler que quand même l'éducation, ça a un coût, que effectivement tous ces branleurs de profs coûtent cher. Ils ont beaucoup de vacances et après tout, peut-être qu'on pourrait baisser le chauffage d'1 ou 2 degrés. D'ailleurs, ça fait du bien à la planète, etc. Voilà. Donc, je pense que ça. Ouais, et puis durant le Covid, du coup, aérer les salles, on oublie quoi. Non, mais c'est vrai, hein, et c'est quelque chose moi que j'ai beaucoup entendu aussi chez beaucoup d'enseignants. On me dit comment on aère les salles alors que le chauffage marche pas forcément et que pour le Covid, ça serait bien. Donc oui, il y a une vraie question de rénover beaucoup d'établissements scolaires, de la même manière qu'on a pu le voir sur le dédoublement des classes de CP et CE1. En fait, il y a beaucoup d'établissements qui n'ont pas les moyens d'avoir ce dédoublement des classes. C'est assez drôle, c'est complètement absent des propositions que j'ai pu récolter à droite à gauche sur les programmes des candidats. Il n'y a que Roussel qui en parle, rénover les établissements publics.
Je crois que c'est assez important dans beaucoup d'endroits. Je vous donne un exemple très concret, collège Massenet dans les quartiers nord de Marseille. Eh bien, pour aller aux toilettes, il y a malheureusement une grille, comme dans vos épiceries, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà, quelque chose qui se tire. Et puis, il faut aller voir les CPE pour avoir la clé et aller aux toilettes, parce qu'il n'y a pas de porte particulière. Voilà, un rideau, voilà, un rideau de... un rideau de fer. De supérette, voilà. Donc oui, il y a des questions de moyens, d'établissement, enfin voilà, de rénover tout ça qui est assez essentiel, je crois. Il y a un autre sujet, mais bon, on revient sur la valorisation des salaires. Je n'aurai pas la stat exacte, mais le budget moyen d'un enseignant en termes de fourniture scolaire pour le rendre disponible pour ses élèves est dramatique. C'est aux alentours de 500 €, si je ne dis pas de bêtises, par an, ce qui sur un salaire d'enseignant est quand même assez conséquent. Alors que pourquoi l'enseignant devrait payer ça, alors que dans le privé, c'est évidemment l'entreprise qui paye. Donc voilà, il y a des soucis à droite à gauche et le sujet est long. On a la petite Lou dans le chat fait une distinction qui est quand même assez importante, c'est parce qu'on voit qu'on parle de budget comme ça, mais il faut distinguer le budget qui est le budget de l'éducation nationale, qui est donc de l'État, qui est en 2021 de 55 milliards d'euros, qui évolue un peu depuis 15 ans, parce que, mais en fait au final sa part dans les dépenses de l'État diminue. Ça c'est intéressant, parce qu'en 2006, le budget de l'éducation nationale représentait 30%, et en 2020, c'est 27%, mais en prenant en compte l'éducation nationale. Donc oui, là, c'est 55 milliards, là, tu as raison, parce que si on prend le coût total de l'éducation en France, c'est 160 milliards, parce qu'il faut ajouter les dépenses des collectivités territoriales, comme tu le dis, la petite Loute, il faut ajouter les dépenses des entreprises, des ménages, et ça représente 6,6% du PIB. Et si on regarde par rapport à nos voisins, la dépense moyenne pour un élève ou un étudiant en France, c'est 8 480 €, ce qui est à peu près dans la moyenne des pays de l'OCDE. Mais comme la France est plus riche que les autres pays de l'OCDE, en fait, sa part de dépenses d'éducation est plus faible que la moyenne de ces pays. Donc, est-ce que finalement, ces pays qui font un peu mieux que nous à côté, est-ce que c'est quoi? C'est que les budgets sont mal indiqués? Parce que effectivement, les situations que vous avez décrites là sont des situations qui semblent quand même assez insupportables pour éduquer nos enfants. Mais vas-y Adrien, je t'en prie. Oui, j'ai envie de dire, peu importe qui gère ça. Et Kamokato répond à la petite Louche en disant, c'est vrai, c'est aux collectivités de gérer l'état des établissements, mais alors qu'ils se donnent tous les atouts d'hyperpuissance jacobite lors des élections, ils évitent soigneusement de parler de ces compétences encombrantes. Donc voilà, moi je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais c'est un problème à toutes les échelles. Bien sûr. Et il ajoute aussi que le Covid a révélé les failles de notre système de santé et aussi révélé les failles de l'état des écoles. Je vous propose, à moins que vous ayez vous souhaitiez réagir là-dessus, peut-être qu'on passe sur notre dernière partie, parce qu'il est déjà 22h12, qui est sur les campagnes. On est quand même en pleine campagne présidentielle, ça n'aurait échappé à personne, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Et il y a deux sujets qu'on voulait évoquer avec vous, c'est les moyens alloués à l'éducation et le contenu de ce que doivent être les programmes, entre guillemets. On a souvent cette dichotomie entre la gauche souhaite l'autonomie des programmes, la droite souhaite l'autonomie de gestion, en gros, classiquement. Avant déjà d'entrer un peu dans un détail, parce qu'on ne va pas faire une liste à la Prévert de tout ce que veulent les candidats, peut-être vous demander comme ça, vous, si vous étiez candidat à l'élection présidentielle, quels seraient les axes principaux sur lesquels vous souhaiteriez agir dans le cadre d'un quinquennat, donc c'est-à-dire assez rapidement sur les questions d'éducation. Peut-être Enguerrand pour commencer. Je suis désolé, je ne sais pas comment. Ce serait long et un peu fouillis. Voilà, je vais vous préparer mon programme plus tard, mais. D'accord. Je préfère écouter mes camarades sur ce point-là, mais c'est gentil, merci. Mais Sébastien, alors du coup. Vaste sujet, hein. Je crois qu'il y a une chose, c'est que je souhaite vraiment bon courage au prochain ministre. Je pense que Blanquer est resté 5 ans, notamment parce que personne ne veut ce poste. Concrètement, qui veut aujourd'hui avoir ce sujet-là qui est extrêmement complexe à gérer, avec évidemment énormément d'opposition de façon générale et parfois juste de principe, mais pas que, évidemment, une administration qui est aussi très difficile à gérer, qui est assez lourde. Donc déjà, bon courage au prochain et par quel bout commencer. C'est aussi la question que je souhaite à poser, il y a beaucoup de sujets en réalité. Je crois que tous les candidats s'accordent sur le fait, ou presque, qu'il faut recruter beaucoup plus d'enseignants. Oui. Ça c'est. Je demande ensuite à voir sous quelle forme et comment, parce que il faut que ça soit aussi
tout sauf précaires et il y en a beaucoup qui le sont aujourd'hui. Donc, il y a cette question. Et puis, le budget, ça va très vite. Hein. C'est quasiment 900 000 enseignants en France. Hein. Donc, c'est aussi, ça représente beaucoup. Hein. C'est vrai. Moi, il y a plusieurs sujets au-delà donc de cette question de recrutement d'enseignants qui me paraissent importants. C'est qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui justement ont subi de plein fouet les conséquences du confinement et de l'école à distance, puis de l'école, voilà, je ne sais pas comment on l'appelle, mais avec plein de mesures barrières. D'un point de vue de la scolarité, d'un point de vue de l'épanouissement, d'un point de vue psychologique, qu'est-ce qu'on fait et comment on rattrape ça? Je crois que c'est un des trucs qui est assez absent de tous les programmes, alors qu'on est sur quelque chose qui a duré tellement longtemps que évidemment ça nous retombera dessus tôt ou tard. Donc ça, c'est le premier point pour moi. Ensuite, il y a un sujet administratif qui est assez essentiel, je crois, c'est-à-dire qu'on a une administration qui est totalement déconnectée de la réalité du terrain, qui est très loin. Le mot RH pour un enseignant, concrètement, c'est du jamais vu, hein, on ne sait pas ce que c'est, malgré les politiques de Blanquer qu'on n'a jamais vu non plus sur les RH de proximité. Qu'est-ce qu'on a justement pour améliorer le suivi des carrières, pour accompagner les enseignants dans un parcours X ou Y au sein de l'éducation nationale quand on veut sortir un petit peu et peut-être diversifier son quotidien. Qu'est-ce qu'on fait sur les problèmes de paye, sur les problèmes de contrat, sur les problèmes d'affectation? Vraiment, j'en constate souvent des retards sur les primes. C'est dramatique, on est sur un système éducatif où il y a beaucoup de primes. Sauf que les primes arrivent 3 mois après, quand elles arrivent. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc ça, déjà, faire mieux marcher cette administration, je crois que c'est vraiment un sujet essentiel qui est complètement absent de tous les programmes. La question de la mobilité. C'est pas mal. Pardon. Oui, vas-y, continue, je t'en prie. Et ensuite, pour moi, voilà, il y avait la question de la mobilité entrante et sortante, on en a déjà parlé. Mais ensuite, pour moi, il y a vraiment une question de comment on fluidifie les actions entre les différents acteurs éducatifs, avec une formation bien plus importante, bien plus diversifiée, pas que seulement didactique, à savoir la transmission de la connaissance, mais aussi sur des aspects de harcèlement au collège, comment on forme les enseignants à détecter ça et à accompagner les élèves, de protection de l'enfance. On sait que beaucoup d'enfants sont victimes de violences sexuelles et c'est un non-sujet dans l'éducation nationale. Comment on accompagne et recrute beaucoup plus de personnels médicaux, médecins, infirmiers, et assistantes sociales, etc. La question de l'orientation, enfin voilà, il y a ces grandes thématiques qui aujourd'hui sont au cœur de nos sujets, mais qui finalement sont toujours maltraitées et qu'il faut améliorer assez rapidement par du recrutement, par de la formation, par de l'accompagnement et par une meilleure efficacité de l'administration. Ça fait un programme qui est déjà beaucoup plus conséquent que ce qu'on a pu trouver pour les candidats. Je vais justement faire un peu cette liste à la Prévert pour vous demander un peu ce que vous en pensez. Tu as eu raison, tu as commencé en disant ils proposent tous d'augmenter les moyens alloués à l'éducation et c'est assez intéressant parce que même les candidats qui sont plutôt connus pour vouloir réduire le déficit, le fameux déficit, ils proposent quand même d'augmenter les moyens alloués à l'éducation. On a par exemple Mélenchon, il nous dit qu'il faut au maximum 19 élèves par classe et il nous faut une augmentation de 15% du salaire des profs directement, puis 15% durant le mandat. Alors, juste petite précision sur les 15%, c'est un rattrapage pour le coup, à savoir le gel du point d'indice qui est censé suivre l'inflation et qui est bloqué depuis X années maintenant. Mais oui, voilà. Alors du coup, voilà, ils ont tous des augmentations, ils n'expliquent pas tous si c'est pour rattraper ou quoi. Roussel, par exemple, qui est aujourd'hui un peu au cœur de l'actualité, lui, il veut augmenter le budget de 45% de l'éducation nationale, donc ça l'augmenterait de 25 milliards. Ça permettrait de recruter 90 000 enseignants et d'augmenter le salaire de 30%. Voilà. Jadot, lui, c'est pas recruter 90 000, mais c'est recruter 75 000, augmenter le salaire de 20%. Pécresse, elle veut recruter 10 000 et augmenter les changements d'échelon. Hidalgo, elle veut rémunérer les enseignants au niveau des cadres, ce qui ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on a des cadres qui sont quand même pas... Enfin, bon, Le Pen veut une revalorisation conséquente. Et Zemmour, lui, il veut suspendre les aides sociales pour les familles des élèves qui perturbent les classes et monitorer la fonction de prof. Donc lui, il est pas trop dans l'augmentation du nombre de profs, il était plutôt sur autre chose. Mais voilà, peut-être Enguerrand, quand c'est fait une liste à la Prévert, il y a des candidats qu'on n'a pas cités. On viendra à la fin sur les idées de Macron, on y reviendra à la fin. Mais voilà, sur ça, qu'est-ce que ça t'inspire? Juste pour être complet, c'est quand même quelque chose qui est partagé par Pécresse et par Le Pen. Hein, ouais. C'est un peu. C'est pas seulement Zemmour, hein. C'est Pécresse et Le Pen. On est dans une situation où waouh, faut mieux pas avoir de gamins en ce moment, hein, parce que c'est chaud. Merci des précisions. Pardon. Mais si on exclut, je crois, la droite, etc., là, c'est vraiment c'est la foire à l'électorat. Enfin, je veux dire, ça me semble, honnêtement, très honnêtement, individuellement, je suis presque c'est humiliant, quoi. Enfin, là, c'est à qui proposera telle augmentation de pourcentage de rémunération des profs, à qui. Je pense que ce sont des mesures
purement, voilà, là c'est purement voilà, une stratégie électorale. C'est purement stratégique. Enfin, ça me semble. Voilà, parce qu'on sait, enfin, excusez-moi, mais les professeurs ont voté Macron au premier tour et au deuxième tour. Non, mais ça, il faut le rappeler. Je ne tire pas sur mes collègues, mais voilà, plus que les autres. Voter Macron, c'était, on ne pouvait pas savoir, mais c'était quand même voter Blanquer. C'était voter l'entreprise qui, voilà, a élu logis dans les institutions républicaines. C'est ça aussi. Enfin, je veux dire, je soutiens mes collègues, etc. Mais on a voté, et j'ai peur d'ailleurs qu'on revote, Macron. Voilà, donc il faut le savoir. Non, mais et quand ça se passe mal, au pire, voilà, on menace de ne pas corriger les copies de bac, ou au mieux, je ne sais plus. Voilà, et on va dans les rues avec des pancartes colorées, ou c'est ça aussi. Enfin, je veux dire, le personnel d'enseignement, c'est un personnel qui ne s'organise pas avec une contestation efficace. Et l'argument de oui, mais si on fait ça, on ne donne pas cours, ben, je suis désolé, mais c'est enseigner aussi aux futurs citoyens que lorsqu'on est maltraité, lorsqu'un service public, lorsqu'une institution ne fonctionne pas, eh bien, on conteste. C'est de la désobéissance civile, c'est ce que font les citoyens républicains. Alors, je vais juste me permettre, merci. Sur cette histoire du vote des profs Macron, je vous invite à regarder une jolie vidéo de notre concurrent direct, Jules, qui a traité le sujet, et je trouve assez bien. Désolé pour la pub. Et je vais lire les réactions de Kamokato aussi à ce qu'on vient de dire, qui nous dit « À noter que le programme éducation de Mélenchon est d'abord en langage inclusif et à woke toutes. C'est néanmoins le seul, je crois, à vouloir instaurer une nouvelle carte scolaire mettant fin à la ségrégation sociale. » Donc un peu mitigé pour Kamokato probablement. Et il rajoute pour les allocs, je crois que ça choque davantage du bon côté du périph. Donc c'est l'antiparisianisme primaire, ça. Je propose qu'on passe. Il y avait aussi sur les contenus des programmes, avant qu'on passe un peu pour conclure à ce que devrait proposer Emmanuel Macron. Je vais faire aussi pareil, une petite liste, et puis Sébastien, je te laisserai réagir sur tout ça, et puis après Enguerrand aussi. Là, si globalement ils étaient tous assez d'accord, comme tu l'as dit, Enguerrand, en disant vraiment on dépense, c'est de l'électoralisme de base, sur les contenus de ce que ça doit être l'école pour nos enfants, c'est un peu plus varié. Mélenchon, il veut simplement ajouter l'écologie dans les programmes, au plus tôt, très bien. Roussel veut revenir au bac commun. Jadot veut confier l'élaboration des programmes à un organisme indépendant. Hidalgo veut faire des états généraux de la pédagogie. Enfin, voilà, ça ne sera pas élu. Pécresse veut plus d'enseignement du français, de l'histoire et des principes républicains. Et elle veut aussi créer, alors je ne sais pas ce que ça veut dire non plus, ça, un examen à l'entrée de la 6e, une épreuve d'engagement au bac, et imposer aux lycéens de s'engager bénévolement 30 heures par an. Voilà, bref. Et j'avais Zemmour aussi qui dit, lui, fin du collège unique, rétablir les 3 filières au lycée, rétablir le certificat d'études à la fin du primaire, et un système super centralisé. Alors là, on sent plus quand même de diversité dans les points de vue. Sébastien, qu'est-ce que ça t'inspire? Et n'hésite pas à ajouter, parce que moi, c'est pas exhaustif du tout ce que j'ai dit là. Non, mais bon, moi non plus, je pense que de toute manière, à vrai dire, en vraiment essayant de faire des recherches, je me suis rendu compte à quel point c'était d'une tristesse sans nom, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a que Mélenchon qui a bossé son programme éducation. Et qu'on soit d'accord ou pas, mais son programme est détaillé, il y a des choses, il y a des propositions, il y a une idée. Bon, lui comme les autres, c'est au service d'une idéologie. Très clairement, l'école est au service de l'idéologie du candidat. Ça d'accord, mais c'est le seul que je trouve qui a vraiment bossé de façon détaillée son programme, c'est Mélenchon. Donc pour le reste, c'est des discours sécuritaires qui reviennent parce que c'est ce qu'ils vendent de A à Z, donc les 3 qu'on a cités précédemment. Pour Jadot, Hidalgo, malheureusement, il n'y a rien. Je suis vraiment attristé de le dire. Les états généraux de la pédagogie, c'est pas quelque chose de suffisant pour toi? On a eu le Grenelle de l'éducation. On a eu le Grenelle de l'éducation, c'était super. Vraiment, c'était vachement intéressant, mais il ne s'est rien passé. donc non, moi, c'est vraiment la tristesse que j'ai en lisant tout ça. Et par ailleurs, je trouve ça fou de mépris sur quel est le rôle de l'école dans une société. C'est-à-dire que la relance de notre pays, quand on parle de relance, c'est l'école.
on doit parler d'école. Et là, aujourd'hui, non, vraiment, on s'en fiche. Enfin, moi, c'est ça que je retiens avant toute autre chose, hein. C'est que personne n'a bossé ça à part Mélenchon. Et c'est assez dramatique. Et pour revenir sur le petit point examen en 6e, moi je suis contre, à savoir que l'évaluation, c'est-à-dire que selon Pécresse, c'est une évaluation en 6e pour savoir si les fondamentaux sont acquis et ensuite une classe de consolidation. Il faut voir que c'est vraiment de la popole, hein, j'appelle ça de la popole. D'une part parce que évaluer à cet âge-là, je trouve ça d'une part dramatique d'un point de vue idéologique, d'autre part parce qu'il y a déjà des mécanismes en 6e de compensation lorsque les fondamentaux ne sont pas acquis, et qu'il faut les revaloriser, ne pas faire des films comme les SECPA qui te dit que quand tu es en SECPA, tu es un débile, parce que la réalité c'est que tu as des difficultés, mais tu n'es pas un débile. Et voilà, pareil, la voie pro à 14 ans, on oublie beaucoup que ce sont des élèves, on oublie qu'on a un rôle éducatif, de punir les parents comme les élèves. Je ne comprends pas l'objectif, à part de créer de la peur et de diviser, hein. Enfin, ce n'est pas éducatif, on parle d'éducation encore une fois. Voilà, moi honnêtement, je suis désabusé. Je pensais qu'on aurait beaucoup plus d'éléments, encore plus avec justement, comme on en a beaucoup parlé avec le Covid, que c'était un sujet qui était au centre de notre société. Bah, apparemment, je me suis largement trompé. Voilà. Enguerrand, sur ces sujets? Très peu de choses à dire. Encore une fois, quoi qu'ils écrivent dans leur programme, quoi qu'ils et elles écrivent dans leur programme, ça me semble être comme ce qu'il y a beaucoup dans les programmes de la stratégie électorale. Donc, après, tout à l'heure, je sais plus, je crois que mon camarade a dit que le programme de Mélenchon servait une idéologie. Mais de toute façon, tout programme sert une idéologie et la République, c'est une idéologie. Enfin, le républicanisme, quelles que soient les figures de républicanisme, c'est une idéologie aussi. Donc voilà. Enfin, je sais pas si on peut faire une critique en ces termes-là. Aucune éducation n'est neutre. Par contre, il y a des éducations, je crois, qui sont émancipatrices, ou qui permettent du moins une partie de la population de s'émanciper, et d'autres qui visent à instaurer un modèle de surveillance, des appareils disciplinaires et à perpétuer l'exploitation et les rapports de domination. Ça, je pense que oui. Voilà. Je vais me permettre de me faire aussi porte-parole de notre trop tôt parti Camocato, qui nous dit petit ange parti trop tôt. Pour Pécresse, c'est très classique pour de la droite, renforcement des fondamentaux, autorité, mais elle parle aussi sans pudeur d'établissements autonomes avec liberté de recrutement. Nouvelle lubie pour la droite désormais, Macron n'ira pas renier cet esprit Startup Nation. Et il ajoute, voyant tous les jours le niveau des 6e, revenir au certificat est d'après moi une urgence, mais cela doit accompagner la fin du collège unique et un système de passerelle dans le cadre d'un projet global et ambitieux. Écoute, j'aurais bien aimé que vous puissiez débattre de vive voix. Toi, Sébastien, notamment, vous avez l'air en désaccord sur cette question. Non, mais c'est pas inintéressant, mais pour moi, c'est beaucoup plus de mettre, de réaliser ce qu'avait dit Blanquer sur un primaire beaucoup plus renforcé et avec beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de tout petits effectifs pour aider, que de sanctionner par une évaluation. C'est-à-dire que de dire en fin de CM2, t'as pas le niveau, personnellement, je ne vois pas. Enfin, ça me paraît pas être la bonne dynamique. Par contre, de mettre beaucoup plus de moyens plus tôt et d'accompagner beaucoup plus tôt, oui. Ça oui, évidemment qu'il y a un sujet de niveau, hein, ça je le nie pas. Hein. Très bien, merci. On arrive au bout. Peut-être que on va finir par celui qui n'est pas encore candidat, mais qui devrait l'être. Devait se déclarer normalement jeudi, mais la crise ukrainienne va faire que ça sera plutôt la semaine prochaine. Le président de la République, Emmanuel Macron, on a eu des indiscrétions de la part d'un ministre qui ont été récupérés par France Info. Il souhaiterait, et c'est une bonne chose, il souhaiterait mettre l'éducation au cœur de la campagne, et ça serait pas mal d'attaquer sur ce point-là, parce que comme on l'a dit jusque-là, les autres candidats n'ont pas vraiment, à part Mélenchon visiblement, n'ont pas beaucoup bossé leur programme. Et je vais vous, deux, trois choses qu'ils voudraient faire, et parce que c'est quand même des choses qui sont assez structurantes, donc j'aimerais qu'on ait le temps au moins de voir un petit échange là-dessus, et puis après ce sera l'occasion de se dire bonne nuit. La première chose, c'est, peut-être pas la plus structurante, mais c'est la suppression du CAPES. Il y a déjà eu une réforme du CAPES en 2021 qui notamment remplaçait une des épreuves disciplinaires par un entretien de motivation, je crois. Et peut-être qu'il va dans le même sens, mais c'est
qui fera plus parler, c'est la suppression du statut de fonctionnaire. Alors là, attention, parce que c'est quand même quelque chose, j'imagine, qui va probablement mettre les gens dans la rue. Et il voudrait donc fusionner l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la culture pour en faire un méga ministère. C'était un peu l'idée de Sarkozy, je crois, à l'époque. Et il mettrait à sa tête Bruno Le Maire, qui est plutôt libéral. Voilà. Sur ces, là, on a quelque chose quand même de très très libéral, notamment la suppression du CAPES. Ça serait un recrutement un peu plus classique et la suppression du statut de fonctionnaire. Sébastien, tu as dit tout à l'heure que les profs développaient des compétences qui pouvaient être utiles dans le public, dans le privé. Est-ce que pour toi, ça va dans le bon sens, ces pistes de réforme du président presque candidat? Bah, non, non, ça me fait assez peur à vrai dire. Déjà fusionner ces trois ministères, autant on a l'habitude en enseignement supérieur, éducation nationale, why not? Et je suis pas d'avis particulier sur la question. Ce qu'on constate par contre à l'Assemblée nationale, c'est que malheureusement, ça aussi entraîne beaucoup de longueur sur l'avancée des projets, des réformes, de beaucoup de sujets en fait. Donc, je suis pas sûr que de rassembler beaucoup de sujets comme ça envoie un signal de l'éducation est au centre de la campagne. Ouais. Déjà sur ce point-là, ça me paraît assez contradictoire. Après, sur la question du CAPES, je trouve ça complexe comme sujet d'une part, mais je trouve ça assez inquiétant. Aujourd'hui, c'est aussi une façon d'apporter un certain statut, une certaine reconnaissance de la qualité des enseignants. De le supprimer, j'ai assez peur. Pareil pour l'emploi à vie, ça me paraît quelque chose qui ne passera pas de toutes les manières, hein, mais comme idée qui me paraît un peu compliquée. Voilà. Donc, Guérin, je pense que tu ne seras pas foncièrement en désaccord, je crois comprendre. Oui, puis très honnêtement, je comprends pas. Enfin, si c'est une histoire s'il s'agit d'encore réduire les budgets des ministères, très bien, c'est à la mode, donc certes. Voilà. Et je sais pas ce que Macron et Bruno Le Maire font tous les deux pour qu'ils lui promettent un ministère qui n'existe pas encore et qui lui donne presque son nom. Donc voilà, c'est comme d'habitude. Je suis pas surpris. Enfin, quand même déçu. Mais voilà. Peut-être. Oui, vas-y. Pardon, mais Bruno Le Maire, quelle légitimité? Parce que à la limite, Blanquer est quoi qu'on en pense, hein, encore une fois, il a un vrai parcours dans l'éducation. Il a été recteur, il a été des GESCO, il a ensuite dirigé l'ESSEC. On en pense ce qu'on veut, évidemment, mais il a travaillé dans l'éducation. Bruno Le Maire. L'idée derrière la nomination de Bruno Le Maire est une question purement politique parce qu'il a démontré à son passage à Bercy qu'il savait discuter avec les syndicats. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans le chat? Cato nous dit supprimer le CAPES alors que le statut de titulaire est l'un des rares points attractifs du métier. On voit clair dans le jeu de Macron. L'éducation nationale sera une armée de contractuels, une main-d'œuvre moins bien payée, docile, corvéable à merci, qui ne fait jamais grève. Et la petite Lou dit des robots directement. Donc, c'est peut-être une vision un peu sombre des choses de demain dans l'éducation nationale. Et peut-être pour conclure, vous voyez l'éducation nationale, est-ce que pour vous. Parce que c'est assez intéressant parce que c'est toujours un ministère. Je ne sais pas si les contractuels sont forcément moins bien payés que les profs titulaires. Hein. Ah si. Oui, pardon, j'en ai peur. Je suis désolé. C'est pas j'en ai peur. Oui, ils sont extrêmement bien. Ouais. Vas-y. J'allais dire en fait, ça dépend, mais à l'entrée dans le métier en général, en fait, c'est assez équivalent, voire un peu plus selon où ils sont affectés. Parce que pareil, toujours un système de primes. Et puis en fait, très vite, évidemment, il y a une évolution salariale quand on est titulaire, ce qui n'est pas le cas quand on est contractuel. Et de toutes les manières, surtout, il y a le fait que les contractuels sont corvéables à merci. Ils ont des contrats qui ne sont pas du tout stables et plusieurs établissements. Et aucune formation. Contractuel, c'est à peu près 7% sur le territoire. Quand on regarde de façon plus affine sur les académies les plus déficitaires, sur les matières les plus déficitaires, on arrive par moment à presque 30% des effectifs qui sont contractuels. Et il n'y a aucune formation pour les contractuels. Donc, un autre vaste sujet, effectivement. Pour conclure, nous on aime bien faire de la politique fiction ici. C'est-à-dire imaginer des trucs qui arriveront probablement jamais. D'ailleurs, on s'est beaucoup trompé depuis septembre, donc écoutez pas nos replays sur YouTube. Simplement, on parle quand même d'un ministère problématique. Tu as dit, Sébastien, que de toute façon, qui voudrait de ce poste-là, je crois que c'est toi qui as dit, de ministre de l'Éducation nationale. Je sais plus si c'était en guerre. Désolé si c'est confus dans ma tête. Mais en gros, ils n'y vont pas. Les profs, ils font chier, mais pas trop, parce qu'ils font la grève, mais pas trop. Personne ne veut vraiment de ce ministère. Mais on ne peut pas trop non plus le réformer. Donc l'éducation nationale, dans 10 ans, c'est quoi? C'est finalement, elle va continuer à sombrer comme ça, ou est-ce qu'il va y avoir eu un grand chambardement? Parce que la question qui est derrière, en fait, c'est ça que je vais vous demander, c'est est-ce que l'évolution du ministère, elle se fait petit à petit, ou est-ce qu'elle doit avoir un grand moment où on dit on change tout?
Voilà, la conclusion. Est-ce qu'il faut tout changer ou est-ce qu'il faut y aller petit à petit? Enguerrand. Ouais, c'est vrai, je vois pas trop dans le futur en ce moment, et mes lunettes sont sales. Mais oui, je pense que l'éducation nationale dans 10 ans sera ce que sera l'hôpital dans 5 ans, ce qui est devenu la Poste, ce que devient la SNCF. Enfin, je pense que c'est ça. S'il y a quelque chose à faire, voilà, dans mes rêves les plus fous, Voilà, on est là pour ça, là, on rêve. voilà, dans mes rêves les plus fous, les professeurs décident d'être un peu plus énervés que d'habitude. Voilà, et simplement on dit stop. Alors il y a plein de manières de dire stop, et très honnêtement, moi je les connais pas, et je pense qu'il y a des gens qui ont plus d'expérience que moi, qui ont des propositions, mais surtout qui connaissent des modalités de contestation, de blocage de la machine qui peuvent être efficaces. Moi, ce que je souhaite, c'est que, je sais pas si c'est une révolution par le bas, mais c'est pas par le haut, dans des ministères avec des gens qui ne voient pas les élèves, des gens qui ne voient pas les professeurs, des gens pour certains, pour la plupart, qui n'ont jamais enseigné ou qui ont été à la tête d'écoles de management ou d'écoles de commerce. C'est pas avec ces gens-là, quel que soit soi-disant leur bord politique, que la chose changera. Voilà. Ok. Je crois. Je vais prendre un angle différent du coup. C'est vrai que je crois qu'il faut déjà qu'on ait plus de stabilité dans les programmes, à savoir arrivée de Blanquer, fin certaines des réformes de Najat Vallaud-Belkacem. Je crois qu'on est forcément sur un temps long pour avoir des effets positifs ou négatifs. Bien malin est celui qui peut dire vraiment l'effet concret de chacune des politiques. Le dédoublement des classes de primaire, on n'en est pas encore là aujourd'hui, donc il y a eu tout un temps long. Donc ça, c'est, je pense, l'une des premières choses, c'est que ma conviction, c'est que ça se passe toujours sur le temps long quand on parle d'éducation. Évidemment que je crois toujours à l'importance des syndicats, hein, pour ne pas contredire 100% mon ami Présidenti, mais je crois que c'est avant tout sur du temps long. Et ensuite, moi, je crois aux enseignants, en fait. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on a dit ce soir, je crois que l'éducation nationale n'est pas dans un état si catastrophique que ça, parce qu'elle a des enseignants qui sont déterminés au quotidien à faire leur travail, à être là pour leurs élèves, et que ça, je crois que c'est quand même quelque chose où on est assez chanceux dans notre pays d'avoir cette valeur-là au niveau des enseignants, qui reste majoritaire et qui reste avec le sacro-saint de la liberté pédagogique, ce qu'aucun ministre ne pourra jamais abroger. Donc là-dessus, c'est là où moi j'essaye d'être optimiste, même si pareil, je vois pas beaucoup plus loin que le bout de mon nez en ce moment. Mais je crois qu'on a quand même des éléments qui nous permettent de se dire on a des garde-fous qui sont là et qui, de toutes les manières, donneront le meilleur pour les élèves et pour les accompagner dans leur enfance et leur adolescence. Très bien. Bah, écoutez, merci à vous deux. Je vais me faire encore la voix de Kemo Kato, même si pour le coup là je ne partage pas son propos. Mais voilà, sa conclusion qu'avant, à lui. Peu importe. On demande. Non, je prêche pour ma paroisse, dit-il. Le grand problème à résoudre est la ségrégation sociale dans l'école, qui, comme dans beaucoup de quartiers, est une enclave républicaine française. La carte scolaire reflète la séparation de plus en plus nette entre les autochtones français et les Français immigrés ou d'origine immigrée. On demande à l'école d'éduquer, de faire des citoyens de francisés, mais les profs ont-ils les moyens ou la volonté de le faire? Par exemple, avec Samuel Paty, où beaucoup de profs ont été du côté d'un discours insuffisant, en gros, un prof décapité, qu'à cela ne tienne, faisons des ateliers dessins sur la liberté. Voilà ce qu'en dit Kemo Kato. En tout cas, un grand merci, un immense merci à vous trois. Alors, surtout vous deux, messieurs, puisque Kemo Kato nous a quittés, mais merci quand même. Merci Pourquoi à vous. surtout Merci. Parce qu'il n'a pas été là tout le temps. Le Mais pauvre. merci Bah, il était dans le pour ta chat quand même, donc participation du merci, début c'est pas de sa faute. et j'y viens pour ta participation dans le chat. En tout cas, c'était très, très intéressant, très pertinent. Vos avis m'ont pas mal éclairé personnellement. Moi aussi, Et ouais, merci. vraiment super heureux Merci à d'avoir vous. pu faire ça avec vous trois. Donc voilà, infiniment merci. Alors la semaine prochaine, on se retrouve à la même heure, pour un peu moins longtemps peut-être, et Kemo Kato, tu vas pouvoir briller à nouveau, puisqu'il s'agira d'un quiz sur l'actualité. Donc voilà, il y a une place à gagner, encore des jeux à gagner, vous le savez. Voilà, on a beaucoup parlé, mais c'était très cool. Ça fait plaisir de vous avoir, et merci aussi à tous ceux qui étaient présents dans le chat, puisque vous avez grandement contribué à animer tout ce débat.
Et à tous. Merci à vous. Voilà. Enguerrand, peut-être un mot de la fin, une dernière chose à rajouter qui te passe par la tête ou pas du tout? Vive la République. Non. Très bien. Non, bon courage pour la suite. Bon courage pour la suite à toutes et à tous, parce que nous entrons dans la période sombre. Voilà, donc tenez le coup et coupez la radio. Voilà. D'accord. À bientôt. Venez sur Twitch tous les lundis ici. Ouais, Voilà, c'est ça, voilà. voilà. Allumez Twitch et coupez tout le reste. Dans le café populaire de 66 millions. Sébastien, peut-être un dernier mot à rajouter, quelque chose? Non, bah, juste merci pour l'invitation. C'était vraiment très chouette de débattre. Et puis bravo à vous pour ce que vous faites, parce que c'est quand même assez différent de ce qu'on peut voir ailleurs. Donc force à vous et courage dans la dernière ligne droite. Très bien. Kamokato dit bonnes vacances à tous, surtout. Écoutez, bonnes vacances à tous, surtout, je suis d'accord. On se retrouve donc lundi prochain, comme on vous l'a dit, avec un quiz. D'ici là, portez-vous bien, merci d'être passé. En espérant vous entendre, vous lire et partager avec vous toujours un peu plus. D'ici là, à la prochaine. Ciao, ciao. Salut. Salut.